On va rentrer dans le vif du sujet, donc avec notre première table ronde, être propriétaire occupant au bailleur. Quelle réalité du marché face aux attentes des Français? Quels impacts du pouvoir d'achat aujourd'hui sur l'émergence de nouvelles formes de propriété? Et pour y répondre, merci d'accueillir Monsieur Franck Letendre. Monsieur Franck Letendre, vous êtes donc vice-président des opérations Aviv Groupe Se Loger Meilleurs Agents. Vous pouvez l'applaudir, hein, bien sûr. Je suis très honorée également de recevoir Monsieur Jean-Marc Torolion, qui est président de la FNAIM. Merci Monsieur d'être à nos côtés. Et Monsieur Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, déjà installez-vous confortablement. Pour commencer, j'aimerais connaître déjà votre vision. Voilà, la vision du marché aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours aussi facile d'être propriétaire ? Est-ce qu'on parle toujours d'un rêve des Français de devenir propriétaire? Est-ce que ce rêve aujourd'hui est brisé? Quelles données éclairantes peut-être pouvez-vous nous donner sur le sujet, Monsieur Letendre, pour commencer? Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc effectivement, devenir propriétaire reste définitivement une véritable aspiration pour un grand nombre de Français. On a dernièrement lancé une étude avec Meilleurs Agents sur ces aspirations, justement. Une étude qui est toute récente, qui date du mois de mai et qui fait ressortir qu'effectivement, si on regarde un couple avec des revenus médians qui aurait acheté un bien immobilier dans les années 2002, c'est-à-dire il y avait à peu près 20 ans, il pouvait en moyenne acquérir un bien de 61 mètres carrés avec un taux d'endettement sur 20 ans et un effort financier de 33%. Donc effectivement, comme vous le savez aussi, depuis 20 ans, les prix de l'immobilier ont bondi, 170% depuis 20 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, effectivement, les prix de l'immobilier ont monté, mais ça veut surtout dire que pour ce même couple qui se serait endetté à 20 ans, ils auraient réalisé une plus-value de 130 000 € sur la période. Donc on peut bien dire effectivement que c'est une opération plutôt bénéfique. Alors c'est une opération bénéfique, mais alors du coup, est-ce que c'est toujours mieux d'acheter que de louer aujourd'hui ? Alors il n'y a pas une réponse toute faite à cette question. Je pense qu'il faut distinguer les grandes agglomérations des agglomérations de taille plus réduite. Les grandes agglomérations, donc Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, on se rend compte qu'effectivement, il y a une règle qui se vérifie quand même assez régulièrement, c'est que il faut gagner plus, en tout cas il faut avoir des niveaux de revenus plus élevés pour accéder à la propriété versus louer ou versus des gens qui auraient des aspirations uniquement à la location. À l'inverse, et puis probablement de manière un peu contre-intuitive, dans des villes plus modestes comme Mulhouse, Sarcelles, Nevers, on constate que les revenus demandés pour accéder à la location sont plus élevés que ceux nécessaires pour accéder à la propriété. Donc voilà, la dynamique du marché en France est telle que il n'y a pas une réponse toute faite à cette question. Il y a une diversité dans les grandes villes, il est plus difficile d'être propriétaire. Le passage à l'acte est clairement plus difficile. Alors est-ce que, Monsieur Torolion, c'est une analyse que vous partagez? Est-ce que les Français ont toujours envie d'être propriétaires aujourd'hui? Ça marche? Voilà, excusez-moi. D'abord, merci pour votre invitation. Ce que l'on peut dire, c'est que le taux de propriétaires en France n'a pas changé depuis 10 ans. 57% des Français sont propriétaires et ce nombre n'a pas varié. Ce qui signifie vraisemblablement aussi qu'on atteint, peut-être pour toute une catégorie de la population, on atteint un niveau de marché qui est incompatible avec leurs aspirations ou leurs revenus. Moi, je me suis trompé parce que passé un temps, je me disais, au fond, est-ce qu'il y a une notion de coût d'usage qui prendra le pas sur le fait d'accéder à la propriété? Parce que quand on y réfléchit bien, ici on est locataire, on n'a pas de taxe foncière à payer, on n'a plus de taxe d'habitation à payer, on paye les charges qui correspondent au fonctionnement du logement, mais on n'a pas les enjeux de rénovation énergétique et d'entretien du bâti. On peut partir à peu près avec un préavis d'un mois partout. Les loyers sont plus ou moins encadrés ou plus ou moins, limités dans la hausse. Et au fond, on pourrait se dire, est-ce que ça vaut le coup d'être propriétaire par rapport à la souplesse que procure le fait aujourd'hui d'être locataire avec cette mobilité, cette adaptabilité? Encore faut-il que le parc de location réponde à des parcours différents, à ces aspirations-là. Mais on a fait un sondage sur les jeunes. Pour notre conférence de presse au début de l'année, et il n'y a pas photo. Les jeunes, ils veulent être propriétaires à 80%. Ils veulent, leur premier critère, c'est la sécurité, c'est aussi le caractère paisible. Les Français, moi je pense que c'est atavique
ils aiment être propriétaires. C'est une valeur de rendement, c'est une valeur refuge, c'est une valeur transmissible et c'est une valeur affective. Donc, même si on tient des raisonnements économiques qui peuvent paraître, j'allais dire, tenir la route sur le plan intellectuel, la réalité profonde, mais qui au fond est aussi, j'allais dire, une forme de sécurisation absolue, la vérité c'est que les Français veulent devenir propriétaires. Et je pense que ça ne changera pas avec les générations futures. Il faut dire que le logement est devenu aussi le sanctuaire de la sécurité sanitaire, de la sécurité en termes aussi économiques. Et donc finalement, le chez-soi reste, en étant propriétaire, une aspiration profonde. Et notre réflexion doit être axée sur aussi la façon ou les nouvelles façons d'y accéder. Mais on reste finalement aussi assez traditionnel dans cette approche. Alors du coup, on voit quand même qu'il y a peut-être une certaine forme d'attentisme qui est encore qui est là, mais la dynamique de la transaction, pour vous, elle reste favorable. Alors j'ai répondu à votre question. Après, la notion de marché aujourd'hui telle qu'il s'exprime, on vient de vivre 3 années exceptionnelles. 3 années exceptionnelles avec un des marchés les plus dynamiques d'Europe après celui de la Grande-Bretagne. Beaucoup de choses ont correspondu à cette expression du marché. Et la première, et contrairement à ce que l'on peut croire, c'est que le pouvoir d'achat était relativement élevé pour les Français. Ils avaient la capacité d'acheter. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'effet taux, l'effet revenu, il a largement gommé l'effet prix qui a pu s'exprimer dans la plupart des régions françaises. Si on fait exception de Paris et peut-être des 10 premières grandes métropoles, en réalité, il y avait, j'allais dire, une forte capacité d'achat des Français. On voit bien, les 28 000 communes rurales de France ont eu une dynamique exceptionnelle en termes de transactions. Les 100 premières villes moyennes de France ont eu une dynamique exceptionnelle en termes de transactions. Et on a une expression de ce dynamisme du marché sur tout le territoire. En tout cas, jusqu'à maintenant. L'attentisme, oui, il va être maintenant. On le sent déjà. Voilà, au premier trimestre. Alors justement, monsieur Le Tendre, vous remarquez également que c'est un peu le contexte géopolitique qui fragilise aussi le moral des porteurs de projets actuellement. Oui, effectivement, on ne peut pas ignorer effectivement cette période de 3 années, alors qui était certes exceptionnelle, mais qu'on a tous vécu avec plus ou moins de bonheur. Le contexte actuel, voilà, géopolitique en particulier, clairement impacte le moral des porteurs de projets. D'abord, à titre personnel, il y a une vraie inquiétude, là encore, qui ressort depuis octobre-novembre 2021. Régulièrement, on sonde avec l'aide d'Opinionway le moral des Français par rapport aux porteurs de projets. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une dégradation depuis cette période, avec un pic qui est arrivé en avril de cette année, où on a plus d'un porteur de projet sur 2 qui s'inquiète et qui se demande s'il va pouvoir aller jusqu'au bout de son projet. Donc il y a également des inquiétudes qu'on constate sur une baisse du pouvoir d'achat. Donc là aussi, lorsqu'on sonde les porteurs de projets, les propriétaires ou les vendeurs, il y a des vraies craintes lorsqu'on se projette dans les prochains mois, prochaines semaines, sur cette baisse de pouvoir d'achat. Et puis également, il y a une inquiétude qui est un peu le corollaire de ça aussi, sur la crainte du baisse de niveau de vie. Donc là aussi, si on se projette... on remarque qu'il y a à peu près 70% des acheteurs et presque 80% des vendeurs qui ont cette inquiétude clairement en haut de leur liste. Donc dans ce contexte, les vendeurs n'ont pas non seulement donc ce sentiment de crainte à titre personnel, ils renforcent également un sentiment de crainte au niveau du marché de l'immobilier en tant que tel. Donc ce qu'on constate effectivement, c'est que la hausse des taux, on en parlait, la hausse également des matières premières, il y a une certaine convergence qui s'opère lorsqu'on interroge les Français sur ce sujet, avec voilà, un risque et un impact sur leur capacité à passer à l'acte. Et du coup, c'est quoi justement l'impact direct du coup, un peu que vous avez pu ressentir et observer? Alors, on le trouve d'abord au niveau un impact direct sur l'augmentation alors, 3 sujets. Il y a globalement le risque de report de projet. Donc beaucoup s'interrogent sur le fait de est-ce que c'est le bon moment pour acheter. Donc là, on prend plus 7 points par rapport au début de l'année. Il y a également un micro qui commence à... Il y a un petit problème de micro, mais le monsieur... Allô, allô, voilà, c'est mieux. C'est bon. Également, pour les acheteurs qui sont déjà engagés, on voit une tendance et un impact sur l'accélération des projets. Donc il y a une volonté de pouvoir clôturer son projet rapidement parce qu'il y a de l'incertitude par rapport à ce fameux contexte géopolitique. Et puis on a également un impact sur
le retard qui pourrait être pris dans toutes les démarches administratives nécessaires à la clôture du projet. Donc ça, c'est la troisième inquiétude qu'on voit ressortir. Donc on le voit quand même un contexte assez délicat, on va dire, mais finalement, on a évoqué les propriétaires occupants, mais pour les propriétaires bailleurs, le moral n'est pas forcément au beau fixe non plus, hein, je crois, Monsieur Demerson, on ne vous a pas encore entendu. Alors pour rejoindre ce que dit Franck et ce que dit mon ami Jean-Marc, c'est vrai que d'un côté, il y a un rêve d'être propriétaire. Et puis à côté de ça, il y a les propriétaires bailleurs, et là c'est un autre problème. Si on regarde les 5 dernières années, c'est vrai que l'inquiétude, elle est là. Et j'allais dire que les bailleurs ont malheureusement été malmenés. Oui, ils ont été un petit peu malmenés. Si on regarde chronologiquement, il y a eu une hausse des prélèvements sociaux, puisque la CSG-RD s'est passée à 17,2%. Ça a été un premier signal qui nous a un petit peu inquiétés, qui a refroidi les propriétaires bailleurs. À la suite de ça, on a eu l'histoire qui a quand même fortement perturbé un petit peu tous les acteurs. C'était cette histoire sur le dépôt de garantie. Il y a eu une tentative de confiscation du dépôt de garantie, et ça a été mal vécu chez les adhérents de l'UNPI. Mais ça a été ressenti aussi comme une agression au niveau des propriétaires bailleurs. Et c'est vrai que le moral chez un propriétaire bailleur, c'est important. Plus tard, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu malheureusement, et ça on le voit depuis 10 ans, mais depuis une accélération, on va dire depuis les 2 ou 3 dernières années, on a eu une accélération malgré tout au niveau global des impôts fonciers. Et quand je dis une accélération, si on regarde sur 10 ans, ne serait-ce que sur 10 ans, les impôts fonciers, c'est 3 fois l'inflation et c'est 3 fois l'augmentation du loyer. Donc ça, je veux dire, c'est une inquiétude réelle. Et c'est des recettes en moins, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que les impôts fonciers aujourd'hui, c'est 2 mois et demi de recettes, je dis bien 2 mois et demi de recettes en moyenne pour un propriétaire bailleur. Et puis alors maintenant, on a l'inquiétude du jour, c'est les DPE. Alors nous, le calendrier d'interdiction. Le calendrier, voilà. Alors nous, les DPE, bien sûr, au départ, tout le monde est d'accord. Je veux dire, le bon sens, de toute façon, on sera obligé de passer par là, par la rénovation énergétique. Le problème, parce qu'il y a quand même un problème, c'est que l'outil pour mesurer justement la capacité des bâtiments n'est pas au point. On l'a soulevé, Jean-Marc l'a soulevé, je pense que tous les acteurs ont un peu soulevé ce problème. Il y a eu des petites remises à niveau. Malheureusement, c'est pas suffisant et on le voit aujourd'hui. Et ça, c'est générateur d'angoisse. Et quand c'est générateur d'angoisse, c'est jamais bon pour les Français, c'est jamais bon pour les propriétaires bailleurs en particulier. Et je pense que je lisais ce qu'écrivait Amélie de Montchalin là-dessus. Elle dit qu'il faut essayer de réconcilier les propriétaires avec la rénovation énergétique. Oui, je pense qu'il faut réconcilier les propriétaires bailleurs avec la rénovation énergétique parce qu'on sera obligé d'y passer. Mais ça, il faut de l'explication et il ne faut pas aller trop vite. Il faut faire attention surtout aux outils de mesure. Les aides, c'est bien, mais c'est déjà les outils de mesure. Et on tire beaucoup sur les diagnostiqueurs. Je peux vous dire que le problème ne vient pas que des diagnostiqueurs. Moi, j'ai travaillé avec le président des diagnostiqueurs de la FNIM. Et on a quand même pointé des aberrations, mais des aberrations, j'allais dire des aberrations graves, sur l'outil, sur le moteur de calcul. Et ça nous inquiète. Oui, c'est ça. Finalement, c'est pas réconcilier les propriétaires avec la rénovation énergétique ou la rénovation tout court. Je pense qu'ils ont tous envie de le faire. C'est que finalement, qu'on leur donne aussi les moyens de les accompagner et les bons outils pour les mesurer. Eh bien, si vous voulez, moi, ce que je fais en ce moment, je suis en train de faire toutes les assemblées générales partout en France. Et ce qui me frappe, c'est que dans une assemblée générale, eh ben moi, ça fait 10 ans que je suis président de chambre, donc je me promène et je vois des gens. Donc je leur dis, faites des travaux, logez vos locataires confortablement. De toute façon, votre bien va être renchéri, sera plus louable d'une manière générale, et puis il vaudra plus cher. Et le problème que je ressens aujourd'hui, c'est que c'est plus que de l'inquiétude, c'est presque de la colère, ou des gens qui baissent les bras, parce qu'on a les deux types de catégories de personnes. Et là, c'est vrai que quand on voit des gens qui ont engagé des travaux, des secteurs en pointe, je vois par exemple, on avait pris des exemples frappants, mais je vois à Tours, par exemple, c'est un chantier pilote il y a encore 2 ans qui avait été visité par la ministre, un gros chantier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit que le propriétaire, il a plus ses aides d'action logement, alors qu'il voulait faire du loup abordable, et puis qu'il se retrouve à payer la facture, parce que justement, avec le nouvel outil, tout a été dégradé. Et ça, on l'a bien démontré avec Thierry Marchand. Je pourrais prendre un autre exemple. Le gouvernement nous parle de favoriser l'électricité, de moins la pénaliser. OK, on prend des exemples, notamment sur les petites surfaces. Et là, on se rend compte de quoi? On s'est rendu compte, par exemple, qu'une petite maison qui était chauffée à l'électricité, elle sortait en F alors qu'elle était isolée, je dis bien en F. Et alors que si elle avait été au gaz, elle serait en C. Donc, c'est des exemples qu'on a remontés au ministère. Mais vous comprenez
qu'il y a quand même de l'inquiétude, parce que derrière ça, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même il y a un enjeu, c'est qu'il y a 8 millions d'appartements qui sont en jeu. Et le calendrier, on dit il est contraint, il est plus que contraint, puisqu'on l'oublie trop souvent, et les politiques en parlent peu, ils parlent de 1er janvier 2025, mais c'est pas 1er janvier 2025. Le chronomètre, il démarre au 1er janvier 2023, c'est-à-dire dans 7 mois. Alors essayez de faire des travaux, ne serait-ce qu'une petite salle de bain ou une armoire électrique chez vous, vous allez tout de suite comprendre que la problématique est là. Alors, du coup, on se pose la question, est-ce que la pierre est toujours une valeur refuge, Monsieur Le Tendre? Est-ce que vous avez des données là-dessus? On capte évidemment quelques données. Alors oui, la pierre est toujours une valeur refuge. Ce qui change depuis quelques temps, après les années mirifiques qu'on vient de passer, c'est la confiance dans la capacité à faire aboutir le projet globalement. Donc c'est des nouvelles tendances qu'on commence à voir apparaître. Après, il y a quand même, on peut aussi être porteur de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne constate pas aujourd'hui de projets qui n'aboutiraient pas, enfin en tout cas quand on va jusqu'à l'acte notarié, qui n'aboutiraient pas pour des raisons de contexte géopolitique ou d'insécurité par rapport au contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc la pierre reste évidemment une valeur refuge, qu'on soit acheteur ou aspirant acheteur ou vendeur, les statistiques sont à peu près les mêmes. Chez les vendeurs, évidemment, on est plutôt de l'ordre de 70-75% qui considèrent que c'est effectivement une valeur refuge. Et pour les acheteurs, il y a quand même toujours une appétence, Jean-Marc en parlait, il y a les propriétaires de tout âge, les jeunes en particulier, mais souhaitent acquérir la propriété et créer un environnement sécurisé pour eux. Donc également, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dans ce contexte, on a quand même, lorsqu'on interroge nos clients, les porteurs de projets, des interrogations sur le fait que est-ce que c'est vraiment le bon moment d'acheter. Donc on voit quand même qu'il n'y a que 35% des gens qui sont aujourd'hui en recherche qui considèrent que c'est le bon moment, et la grande majorité quand même est plutôt attentiste. Donc on va voir comment ça impacte les prochains mois, mais voilà, on voit quand même un petit peu un tassement. C'est toujours un marché de forte demande, mais les projets risquent de se rallonger. La vision est sensiblement différente si on regarde plutôt le marché de l'investissement. Le marché de l'investissement chez les investisseurs à but locatif, on a quand même plutôt un niveau de l'ordre de 50% des investisseurs qui considèrent que c'est un bon moment pour en tout cas qu'il y a toujours de l'appétence et que c'est un bon placement. Ce qu'on va constater par contre, si on se compare à la période Covid de fin 2020, on est revenu, si vous voulez, à un niveau d'inquiétude ou d'attentisme qui est celui qu'on avait pu constater à fin 2020. Donc voilà, ça reste évidemment une valeur refuge, et ça reste, selon qu'on soit accédant à la propriété ou investisseur locatif, une visibilité par rapport au marché actuel qui varie légèrement. Alors Monsieur Torolion, vous vouliez réagir, justement, j'allais vous poser la question. De toute façon, pour vous, quel facteur entre en ligne de compte là-dessus? En réalité, quand on analyse la situation, on est devant un contexte économique qui est assez inédit, parce qu'on a une inflation qui est forte, on a des taux d'intérêt qui remontent, et on a un contexte économique qui est incertain, même si globalement il est resté jusqu'à maintenant plutôt correct. On sait que l'immobilier a toujours protégé de l'inflation dans le temps. On sait qu'aujourd'hui les taux d'intérêt, même s'ils remontent, font qu'on emprunte à taux négatif. Et donc si on analysait un petit peu la situation, on pourrait se dire que finalement l'immobilier reste de ce point de vue-là extrêmement intéressant. Et ce d'autant plus que si vous avez du placement en action, vous venez de perdre à peu près 15 à 16% au bas mot de ce que vous avez placé. Et la rémunération de l'épargne aujourd'hui, elle est négative au regard de l'inflation. Si vous avez 150 000 euros en banque ou 100 000 euros en banque, vous perdez 5% par an, vous avez perdu la moitié de la somme en 10 ans. Ça va vite. Et donc on voit bien d'ailleurs qu'on a des flux qui reviennent vers l'immobilier uniquement pour ça, même si les rentabilités sont faibles. Mais on a un autre facteur qui est très important, c'est la loi climat et résilience. C'est-à-dire qu'on a un calendrier extrêmement compressé qui n'est pas tenable et qui va aboutir, si vous voulez, à exclure du marché de la location des appartements F et G ou des logements F et G en 2025 et en 2028, c'est-à-dire demain. Et ce calendrier-là, il va falloir le revoir. Il ne s'agit pas ici de faire de la philosophie écologique, il s'agit d'être pragmatique. Et c'est tout simple en fait. Hein. Oui, tout le monde est d'accord, c'est juste un problème de méthode et de calendrier. Ouais, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Mais le problème est très simple. D'abord, je voudrais faire une remarque. Comment expliquer que la France atteindrait ses objectifs de réduction de gaz à émissions à effet de serre
en ne se focalisant que sur le parc locatif. C'est une escroquerie. C'est pas vrai. Puisqu'il reste quand même 27 millions de logements à côté de ça dont il faut s'occuper. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que quand on regarde ce qu'a prévu l'Europe, et moi je pense qu'il faut se mettre au niveau de l'Europe, l'Europe a dit quelque chose de très simple et de très pragmatique. En 2030, plus de G. Mais quand on dit plus de G, ce n'est pas que les G locatifs, c'est plus de G, y compris pour les propriétaires occupants. Parce que la logique qui nous est proposée par Climat et Résilience, c'est de dire que quand je suis propriétaire occupant, je peux occuper un logement indécent énergétiquement, mais quand je suis locataire, je ne peux pas occuper un logement indécent énergétiquement. Et l'indécent, ça ne veut pas dire que le logement est pourri, hein. On s'entend bien, hein, ça peut être un appartement dans le 8e arrondissement de Paris. Bien. Donc, il faut reprendre ce calendrier, être pragmatique, être logique avec, j'allais dire, l'objectif de réduction générale d'émissions de gaz à effet de serre, s'atteler à tous les G dans un premier temps, et attendre aussi le fait que l'ensemble de l'industrie du bâtiment doit évoluer, y compris sur ses produits. Et il y a une course contre la montre. Et ça, on peut le relever. Et puis, il y a une notion d'aide. Les certificats d'économie d'énergie viennent de s'effondrer. Or, ils participaient grandement au financement en copropriété. La pérennité de MaPrimeRénov' doit être assurée, et ce n'est pas le cas. Donc, on a vraiment beaucoup d'enjeux devant nous. Et puis, nous avons enfin un statut du bailleur privé en France à défendre. Parce qu'il est producteur de services au logement, ce bailleur. Et aujourd'hui, il a constamment été maltraité de notre point de vue. CSG, taxe foncière, encadrement des loyers, permis de louer. On a quand même accumulé. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va vers Airbnb. J'étais ce matin, une scène personnelle, j'étais ce matin avec ma fille qui a 30 ans, qui veut devenir propriétaire, mais qui veut investir dans l'immobilier. Mais elle va acheter, mais pour aller sur Airbnb. Elle me dit, papa, mais moi je ne joue pas avec Airbnb, je sais comment ça marche. Elle avait d'ailleurs, sans mon autorisation quand elle était étudiante, sous-loué son appartement sur Airbnb. Moi, président de la FNEM, vous voyez un peu. Bon, voilà. Mais il faut toujours regarder les jeunes, comme ça. Je demanderai aux journalistes de ne pas noter cette phrase pour la sérénité de M. Tanlion. Voilà, donc je ne dis pas l'ambiance à la maison. Bon, mais voilà, donc ça vous montre aussi que, attention, dans ce parc qui a vocation à loger durablement nos concitoyens, vous allez avoir une partie des bailleurs qui va se détourner de cette forme de placement pour aller sur un placement dynamique, beaucoup moins contraint et avec une absence de contrôle. Donc vraiment, j'ai rendez-vous avec Amélie de Montchalin dans 10 jours. Je pense qu'il va falloir quand même poser sérieusement les sujets sur la table. Il y a 4 piliers dans le logement des Français. Le logement social, le parc privé locatif, l'accession et l'aide personnelle. On a 2 piliers qui sont en danger aujourd'hui, même 3 on va dire, le parc social un petit peu, le parc privé locatif c'est certain, et c'est là où il y a la mobilité des Français avec 1 400 000 logements qui changent de main chaque année, et puis l'accession qui va souffrir, mais qui va peut-être aussi prendre en compte en termes de valeur les réalités d'une rénovation énergétique. Nous, agents immobiliers, qu'est-ce que nous souhaitons? Ce n'est pas que les prix montent indéfiniment. On souhaite l'équilibre du marché et que les acquéreurs s'y retrouvent lorsqu'ils achètent et qu'on intègre très vite les enjeux de la rénovation dans les schémas de valorisation. Alors, du coup, comment on fait? Est-ce qu'il faut relancer les aides à l'acquisition, encourager le démembrement de propriété aussi pour faire fluctuer ce pouvoir d'achat? Il n'y a pas de... alors, même si je peux choquer, il n'y a pas de, à mon avis, je ne vois pas pourquoi, en permanence, le marché de l'accession serait sous perfusion de l'argent public. La réalité, c'est qu'il y a une régulation qui doit se faire par le marché, par la compréhension des enjeux de rénovation, et les choses se feraient naturellement. Je ne crois pas que l'État doit artificiellement, j'allais dire, solvabiliser des propriétaires, et encore moins des propriétaires pauvres. L'État devrait plutôt soutenir le parc privé locatif comme solution alternative provisoire mais pérenne du logement des Français et comme, j'allais dire, faisant partie intégrante de la solution d'un parcours résidentiel. Et qu'on laisse le marché de l'accession s'exprimer librement. Voilà. Oui. Monsieur Demerson, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être, est-ce que vous avez des attentes Quel serait votre message nous, le message, et je rejoins exactement ce que dit Jean-Marc, c'est vrai que le parc locatif, il est quand même en danger. C'est vrai qu'il y a eu une accumulation de charges.
Et maintenant, j'allais dire, on arrive un petit peu au bout du cycle et il va falloir se mettre autour de la table et sérieusement pour voir ce qu'on allait faire par la suite. Parce que c'est bien beau d'accumuler, c'est bien beau. Le problème, c'est que maintenant, le modèle économique, il est comme il est. Et il ne faut pas oublier aussi que la France, c'est un marché à plusieurs vitesses. Donc souvent, le politique, lui, il parle, il regarde les prix de Paris. J'étais sur le plateau de Langres, j'étais dans la Haute-Marne, j'étais vers Nancy il y a 3 jours. Je peux vous dire qu'avec des loyers, avec une villa à 300 €, louée 300 € à Chaumont, pourtant qui est préfecture de la Haute-Marne, ou 300-350 €, le propriétaire avait des devis de 65 000 € pour faire mettre la maison pour pouvoir continuer de la louer. Je veux dire, la question, elle va se poser et elle va se poser rapidement. Puisque sinon, de toute façon, et moi j'avais posé la question solennellement à Emmanuel Vargon, qu'est-ce qu'on va faire des gens? D'accord, ok, mettez un calendrier qu'on ne peut pas tenir, puisque tout le monde, ça m'avait frappé, Jean-Marc, tu dois t'en rappeler, tous les acteurs étaient quand même d'accord pour dire que le calendrier n'était pas tenable, y compris les bailleurs sociaux. Le problème, c'est que maintenant on arrive au bout du gué et on parle de 2025 et on ne parle pas des 400 000 logements qui vont être fermés dans 7 mois. Donc peut-être qu'il va y avoir un réveil. Je pense qu'Amélie de Montchalin, enfin de ce qu'on a vu hier à la réunion. Oui, vous l'avez. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être. Voilà, vous avez eu quelques informations. Oui, on peut dire un mot. Alors il y a plusieurs solutions qui sont envisagées. C'est vrai que nous, on expliquait quand même que parce qu'on disait oui, d'accord. Bruno Le Maire nous disait oui, d'accord, mais il faut que tous les Français prennent part au coût de l'inflation pour les locataires. Ok. Mais moi, je lui disais quand même en tant que propriétaire bailleur, je pense qu'ils les prennent déjà largement leur part. Parce que je lui citais, et il n'est visiblement pas au courant, c'était des inflations à 2 chiffres sur les fonciers qui avaient déjà augmenté, comme je vous l'ai dit, énormément avant. Et quand je vous dis à 2 chiffres, c'était des 10 et des 15%, aussi bien à Tours, aussi bien à Bordeaux, aussi bien à Marseille, où c'est 16%. Je veux dire, le modèle économique, il a ses limites. Donc attention de ne pas trop tirer sur la corde. Je pense quand même que les politiques se rendent compte que le calendrier n'est pas tenable. Maintenant, je pense que le bon sens doit reprendre le dessus et qu'on doit discuter. Moi, je fais quand même confiance aux politiques. C'est-à-dire que il y a eu ce climat et résilience qui est sorti du Parlement. Je pense qu'il n'était pas rentré avec la même intention qu'il est sorti. Souvenons-nous qu'au Parlement, initialement, on ne parlait que justement des G qu'on devait mettre en F. Et puis on est ressorti avec une ambition différente et à mon avis une ambition qui était déconnectée de la capacité de faire. Notre enjeu à nous, c'est, et a priori on a toujours eu dans le passé des interlocuteurs qui étaient plutôt à l'écoute d'un certain pragmatisme. Et moi, je reconnais quand même au ministre que nous avons eu ce pragmatisme-là, et je sens qu'on va le retrouver avec Amélie de Montchalin. En tout cas, j'en suis sûr. Et là, si on a effectivement cette écoute pragmatique, parce qu'il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités en tant que gestionnaire, d'amener nos clients à cette réalité de la rénovation énergétique. Et ça, moi, je prends ma part. Nous devons prendre notre part dans cette action-là. Pour revenir à ce qui s'est passé hier, parce que hier, c'était quand même l'enjeu, c'est le blocage des loyers quand même. Hein. Voilà. Là aussi, on a eu, je pense... D'abord, on a fait un effort de proposition. Nous avons proposé de caper éventuellement pendant 1 an l'augmentation des loyers à l'IRL qui résulterait du calcul au 30 juin 2022, et pendant 1 an, on appliquerait celui-ci. Ou alors la moyenne des 4 derniers IRL, en décalant ça progressivement, ce qui revient à amortir la hausse. Donc on a fait des propositions, ce qui prouve aussi que, j'espère en tout cas que là, pour cette première prise de contact, on a aussi prouvé qu'on était responsable. Voilà. Mais il était hors de question de sacrifier, j'allais dire... la capacité des propriétaires quand même à suivre un minimum l'inflation dans leur loyer à l'aune des intérêts exclusifs des locataires. C'est compréhensible, mais enfin l'inflation elle est pour tout le monde. Donc on a essayé d'apporter des solutions. Je crois qu'on a été entendu. J'ai vu que certaines associations de locataires n'étaient pas contentes, mais je crois qu'elles devraient mesurer au contraire l'esprit de responsabilité que nous avons eu lors de cette réunion, et nous espérons en contrepartie être entendus sur 2 choses. L'esprit de responsabilité sur le calendrier de la rénovation énergétique, et aussi le fait que cet effort que nous faisons sur une augmentation des loyers qui sera décorrélée en partie de l'inflation, nous puissions à terme la rattraper par le jeu naturel de la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui, ni plus ni moins. Oui, parce que si on veut respecter certains équilibres, et je rejoins ce que dit Jean-Marc, si on veut respecter certains équilibres, il faut quand même regarder, il y a une réforme de la taxe d'habitation.
elle a donné ce qu'elle a donné, mais le pouvoir d'achat, il a été quand même directement aux locataires. Et aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qu'on mesure, et c'est que ça, finalement, ça c'est quand même, quoi qu'on en dise, ça s'est reporté sur les propriétaires. Donc je veux dire, il faut savoir être juste, il faut savoir garder des équilibres et préserver ces équilibres, sinon on va au-devant de grandes déconvenues. Alors c'est vrai que les ministres ont été à l'écoute, c'est vrai qu'ils ont quand même pris conscience, je pense aussi quand on a égrené quelques chiffres sur l'augmentation des taxes foncières, ils ont été surpris par certains chiffres. Voilà, d'autant que le revenu cadastral locatif théorique qui sert d'assiette au calcul de la taxe foncière est soumis à l'IRL. Oui. Vous voyez, donc, c'est pour ça qu'on a pris 3,4%. Oui. Voilà. Donc, voilà. Hein, Mais en tout cas, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné ces dernières actualités. Vous m'excuserez de pas d'avoir pris ce point-là justement et de ces 5 minutes de questions-réponses finalement. Justement pour avoir cette actualité là. Merci aussi Monsieur Le Tendre de tous les chiffres et toutes les données que vous avez pu nous apporter. C'est aussi tout votre intérêt justement de votre plateforme, de mettre en relation. C'est aussi ça qu'on fait aujourd'hui, mettre en relation, agir ensemble. Merci beaucoup messieurs. Merci. Merci tous.